Bienvenue sur cette troisième vidéo où on met ensemble deux théories qui se ressemblent à bien des égards, donc deux explications qui ont beaucoup en commun, beaucoup de similarités. Dans les deux premières vidéos, on a regardé la théorie réaliste qui explique le monde d'une manière assez sombre, assez pessimiste, hein, une balance des puissances, l'intérêt national même au détriment de la morale ou de l'éthique. Dans cette troisième vidéo, on regarde une théorie qui est assez près de la théorie réaliste. Elle n'est pas pareille par contre, hein, parce qu'elle a un nom différent, on la positionne comme ayant assez de différence pour en faire une autre théorie. La théorie du choix rationnel. Lorsqu'évidemment vous écoutez le contenu, on tentait de voir, essayer de mettre sur papier quelles sont les différences notables et les similarités entre le réalisme, qu'on a vu dans les deux premières vidéos, et cette théorie du choix rationnel. La théorie du choix rationnel, qu'on dit souvent TCR, l'acronyme, la théorie du choix rationnel, évidemment, nous présente devant ce mot « rationnel » qui est au centre de la théorie. La théorie du choix rationnel a une certaine définition de ce qu'est la rationalité. Dans la théorie du choix rationnel, ce sur quoi on s'intéresse, c'est les intérêts rationnels des acteurs qui sont en présence sur la scène internationale. Comment définit-on ce qui est rationnel? Probablement, vous avez certaines compréhensions de ce que veut dire être rationnel. Hein? On a aussi certaines compréhensions de ce que veut dire être irrationnel, ou un comportement irrationnel, ou un individu irrationnel. Dans cette théorie, être rationnel est emprunté à la science économique. La théorie du choix rationnel nous vient des sciences économiques et surtout de la pensée néolibérale au 19e siècle. Être rationnel, dans cette optique, c'est un individu qui est conscient de ses choix et qui poursuit ses intérêts. Et donc, il y a encore cette donnée des intérêts personnels des individus. On va le voir, par contre, la théorie du choix rationnel n'est pas simplement qu'une théorie où on calcule, hein, parce que la science économique est à propos d'une espèce de calcul très comptable, très économique. La théorie du choix rationnel emprunte beaucoup à cette manière de voir les choses, mais elle va un peu plus loin. Qu'est-ce que les bases théoriques de la théorie du choix rationnel? 6 prémices. On va les regarder un par un pour comprendre un peu cette vision du monde qu'ont les théoriciens du choix rationnel. 1. Très important, il est souvent sous-estimé l'importance de la première prémisse. Tout phénomène social résulte de comportements individuels. Ça semble une phrase, une prémisse très simple. Elle est porteuse d'énormes conséquences dans cette théorie. La théorie du choix rationnel a une optique individualiste. Elle ne considère pas du tout les phénomènes collectifs, les phénomènes de groupe. Ce qui l'intéresse, c'est les comportements individuels. Ce n'est pas uniquement les idées que les individus ont, ce qu'ils disent, leur comportement. Hein, c'est une théorie aussi behaviorale. On s'intéresse au comportement des individus. Et donc, un phénomène de groupe n'est pas pertinent en tant que tel. Hein, ces théoriciens, par exemple, vont dire que la société, ça n'existe pas. Parce que la société, avec un grand S, n'est pas un phénomène qui peut expliquer quoi que ce soit. Il y a des individus qui composent la société. Hein? La société canadienne qui fait ceci ou qui fait cela, pour un théoricien du choix rationnel, ça n'a aucun sens. 38 millions de Canadiens qui pensent d'une certaine façon ou d'une autre, qui se comportent d'une certaine façon ou d'une autre, est pertinent à analyser. Mais la société comme groupe homogène et unitaire, aucune pertinence, quoi que ce soit. Et donc, dans cette théorie, on tente d'expliquer les comportements au niveau des individus. Première différence notable avec le réalisme qui s'intéresse à l'État. Ici, les individus sont pertinents à l'analyse. À quoi s'intéresse-t-on avec ces individus? On dit dans cette théorie qu'il faut comprendre ces comportements sont intelligibles si on comprend le sens que le comportement a pour la personne. Donc, derrière tout comportement, il y a un sens. Okay? Il y a un sens, une signification
que l'individu donne à ce comportement. Il n'est peut-être pas la signification que vous donnez à ce même comportement lorsqu'on regarde comme observateur externe. Hein? Si je vois quelqu'un, je ne sais pas, cracher lorsqu'il est sur la rue, peut-être que je donne un certain sens à ce comportement qui n'est pas le sens que cet individu donne à son comportement. Donc, deuxième prémisse est notable, il faut interroger les gens pour comprendre pourquoi, le sens qu'ils donnent à leurs actions. Troisièmement, on va penser, oui, qu'il y a un sens qui est plus général, plus large, qui motive les individus. Il y a aussi des raisons très terre-à-terre qui les motivent à agir d'une certaine façon. Donc, un individu ne se comporte pas d'une certaine façon parce qu'il n'a aucune signification, aucun sens attaché à cette action et parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Si on agit d'une certaine façon, c'est parce que l'on a des raisons de le faire. Même si ces raisons sont enfouies, même s'il faut presser les gens de questions, il y a, des fois bien creux dans l'inconscient ou subconscient, des raisons pourquoi les gens se comportent d'une certaine façon. Les trois premières prémisses sont ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Ce qui intéresse les théoriciens du choix rationnel, ce sont les individus. Ce ne sont pas les groupes, ce ne sont pas les États comme communautés. Mais on vient au niveau micro des individus. Quatrième prémisse de la TCR nous amène dans une autre direction. On amène dans une direction où on donne un petit peu plus, on définit un peu plus le contenu du sens et des raisons qui motivent les gens, qu'on énumérait dans les prémisses 2 et 3. Quatrième prémisse, on va penser que les actions que les gens entreprennent sont toujours faites en pensant aux conséquences de cette action. Donc, lorsque les gens posent une action, ils ont toujours en tête que cette action va avoir des conséquences, que ce soit positives ou négatives, sur eux-mêmes. C'est la prémisse de conséquentialiste. Donc, que les individus, même s'ils n'ont pas une compréhension parfaite peut-être des conséquences qui les attendent, ont quand même une prédiction, ont quand même une idée des conséquences probables qui vont surgir en réaction à une action qu'ils ont posée. Donc, ça ne veut pas dire que les gens peuvent voir dans le futur. Certains ont essayé de tordre ce quatrième principe pour dire, voyez, les gens de la TCR pensent qu'ils peuvent voir dans le futur. Non, non, pas du tout. Hein? Ce que ça veut dire, c'est que les gens ont en tête des conséquences probables de leurs actions. Donc, si je passe sur un feu rouge, et peut-être que vous le faites des fois, en conduisant, on a en tête qu'une des conséquences, c'est que, je vais aller plus vite, je ne vais pas m'arrêter au feu rouge, donc un gain, quelque chose de positif, mais d'autre part, il y a un risque que je reçoive une contravention parce que je suis passé sur un feu rouge. Hein? Est-ce que l'on sait si on va se faire arrêter et se faire donner un ticket, une contravention? Non. Mais on sait très bien que c'est une conséquence possible. Donc, on garde en tête que, par exemple, un individu qui passe sur un feu rouge, en tête le fait parce qu'il a en tête les conséquences probables de cette action. Cinquième, un constat d'égoïsme. Les conséquences qui intéressent le plus les individus sont les conséquences qui le concernent personnellement. Donc, ce qui me concerne moi, mon portefeuille, ma famille, moi, en tant qu'individu, va rentrer dans mon calcul et dans le sens et les raisons pour lesquelles j'agis d'une certaine façon. Donc, les individus ont en tête les conséquences qui ont un impact sur eux avant de penser, je ne sais trop, à la paix dans le monde ou à des espèces de principes idéalistes. Hein? Et donc, un principe un peu d'égoïsme ici. Sixième et dernière prémisse, toute action comporte des coûts et des avantages. C'est probablement la plus importante, cette dernière prémisse, pour ce qui va suivre. Toute action a des coûts et des bénéfices. L'individu va tenter de maximiser cette différence. Donc, on est devant un individu ici que l'on postule comme voulant maximiser ses avantages et minimiser ses coûts
ou ses dépenses, ses conséquences négatives. Donc, on est devant ce qu'on appelle un maximisateur d'optimalité, un optimisateur d'avantages et qui tente de minimiser ses coûts et ses dépenses. Et que les gens vont penser de cette manière, il va y avoir une hiérarchie de préférences d'action que quelqu'un veut entreprendre. Évidemment, au sommet de cette hiérarchie, en tant que numéro 1, disons, d'action qu'il va entreprendre, bien, c'est celui où il y a les plus gros avantages et les plus petits coûts. Hein, ça va de soi. Si les coûts sont plus élevés que les bénéfices ou les avantages, ben, l'individu ne posera pas l'action X. Hein, ce serait assez irrationnel de penser qu'il y a plus de coûts que d'avantages et quelqu'un va quand même entreprendre cette action. Hein, donc, on pense que les individus vont maximiser leurs avantages, leurs gains. Ici, fait à noter, pour un peu résumer toutes ces prémisses, la théorie du choix rationnel est intéressée par les individus. Au niveau international, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ils sont intéressés, oui, par les États souverains en tant qu'acteurs unitaires, mais ils sont aussi intéressés par chaque département gouvernemental d'un État souverain. Ils sont aussi intéressés à aller au-delà de l'État souverain. Ils sont intéressés, par exemple, à comprendre des entités non gouvernementales, des groupes rebelles, des syndicats, des organisations non gouvernementales, pour comprendre un peu pourquoi les individus sont actifs dans ces groupes. Je donne un exemple très simple pour notre propos sur l'étude des conflits. Les théoriciens du choix rationnel se sont intéressés aux groupes rebelles dans des guerres civiles. Leur question principale était de se demander pourquoi les individus participent dans une rébellion. Pourquoi les individus joignent des mouvements rebelles? Et leur réponse première a été de dire, bien, parce que le groupe rebelle offre plus d'avantages ou fait miroiter plus d'avantages que d'inconvénients à ces individus en question. Et donc, on va mettre ça entre guillemets, une bonne rébellion, une rébellion qui survit, qui dure dans le temps, est une rébellion qui peut offrir des avantages à ses membres, à ses combattants, et réduire les risques ou réduire les coûts potentiels auxquels les combattants, les membres pourraient faire face. C'est un bon exemple où la théorie réaliste s'intéresse aux États souverains, aux États puissants. Les rébellions, les groupes rebelles occupent très peu l'attention de la théorie réaliste. Le choix rationnel, tout au contraire, s'y intéresse beaucoup. Hein, s'intéresse à comment les individus vont joindre des mouvements collectifs comme ces groupes rebelles, par exemple. Et donc, si on peut simplifier aussi les 6 prémisses qu'on a vues, la dernière prémisse est probablement une des plus importantes, le calcul coût-bénéfice. Tout individu est mu par un calcul coût-bénéfice qu'il fait dans toutes ses actions, toutes ses décisions qu'il a à faire. Même les plus anodines, bien souvent, la décision de se lever de son lit le matin okay, va suivre un calcul coût-bénéfice. Hein? Si on se lève de son lit le matin puis on va travailler, on va à l'école, ben c'est parce qu'on pense qu'il y a plus de bénéfices que de coûts à se lever le matin, à aller dans son auto, aller en transport en commun et d'aller au travail ou à l'école. Hein? On n'y pense pas de midi à 14 heures si on va se lever le matin. Donc, bien souvent, c'est des processus qui sont internalisés en nous. Mais, nous diront ces théoriciens, il y a toujours ce calcul qui a cours, même dans les décisions les plus anodines. Et donc, ce calcul coût-bénéfice génère des intérêts, des préférences. Les individus vont opter pour les stratégies qui maximisent leur bien-être et qui minimisent leur inconfort. Hein? Et on a une hiérarchie de possibilités. Je vais aller pour l'option qui maximise le plus mes gains. La deuxième option, ben, c'est un deuxième choix. Si je peux pas avoir la première, je vais aller à la deuxième qui maximise un peu moins mes gains, mais où j'ai encore plus de gains que de coûts, désavantages. Hein? Et donc, tous les acteurs sont mus par ce calcul d'intérêt et de préférence. On l'a dit, dans la TCR, dans cette théorie, on s'intéresse au comportement.
On a comme optique, comme volonté de vouloir prédire les comportements. Donc, on veut tenter de prédire comment les individus pourraient coopérer entre eux, par exemple. Et on pense qu'on est capable en faisant des simplifications. Et c'est là où la TCR va utiliser des simplifications mathématiques, des simplifications, disons, quantitatives, pour tenter de prédire comment les acteurs sur la scène internationale vont agir dans certains contextes. Ils ont appelé ces simplifications, qui est au centre de la TCR, la théorie des jeux, hein, où on fait des simplifications mathématiques d'intérêt et de préférence pour un peu comprendre comment se sortir du pétrin ou comment se sortir de situations qui semblent être un cul-de-sac où la coopération est impossible, par exemple. Et donc, un point notable à souligner dans notre réflexion, c'est que la TCR voit qu'il y a toujours un potentiel pour coopérer entre les acteurs. Il n'y a jamais aucune situation qui est désespérée où deux acteurs, deux États ou deux individus ne puissent coopérer ensemble. On peut toujours coopérer, c'est juste de comprendre le jeu des intérêts et des préférences qui pourrait nous amener à coopérer ensemble. Et donc, dans toute interaction entre deux États ou deux individus, il va y avoir des perdants et des gagnants. Par contre, fait très important à souligner pour parler de ce point de la coopération, il y a pour les théoriciens de la TCR toujours ce qu'on a appelé un optimum de Pareto. Il y a toujours la possibilité d'un résultat gagnant-gagnant pour les deux parties. Mathématiquement, nous disent la TCR, cette possibilité existe toujours, même dans les situations les plus sombres où on pense que le conflit est l'unique issue. Okay? Il y a aussi, par contre, dans ces scénarios, dans toute interaction entre deux individus ou deux États, un équilibre de Nash. Donc, un résultat probable que si les deux États tentent de maximiser leurs gains, ben, ils vont en venir à ce résultat. Ils vont en venir à cette conséquence, à ce scénario probable. Tentons de mettre tout ça dans la théorie des jeux, le plus célèbre que la TCR a déployé, qui est le dilemme du prisonnier. Il y a plusieurs variantes au dilemme du prisonnier. Je vous en présente un premier. Vous pouvez aller là sur, j'ai mis un lien sur le mot prisonnier, là, vous pouvez cliquer dessus. C'est un site en anglais où on simule ce scénario. Vous pouvez le jouer, là. C'est un jeu qu'on peut voir si on gagne ou perd au jeu du dilemme du prisonnier. Le scénario est assez simple. Dans le dilemme du prisonnier, il y a deux individus, deux malfrats, qui ont commis un crime, disons un vol, et ils se font épingler par la suite. Ils se font arrêter par la police et on soupçonne, la police a des preuves, que les deux individus en question ont commis le crime. La police, par contre, n'a pas assez de preuves pour inculper les deux individus au maximum de la loi. Et donc, ces policiers vont mettre ces deux criminels dans deux chambres séparées, deux pièces séparées pour les interroger de manière isolée. Et la police, dans ce scénario, va offrir une récompense à chacun. Au premier criminel, à l'acteur 1, on va lui dire, si tu avoues que vous avez les deux commis ce crime, nous allons te donner une récompense. C'est illustré par le 1, hein, dans la colonne de droite, dans le chiffre 1. On va donner une récompense, hein, à cet acteur. On va pas lui donner, ne va pas faire de prison, puis on va lui donner un programme de relocalisation des témoins. Là, on va lui donner une récompense pour avoir avoué. D'autre part, par contre, on va lui dire, tu avoues tout, et ton collègue dans l'autre pièce en prend pour le maximum de la peine. Donc, le collègue dans l'autre pièce qui n'avoue pas et qu'on vient de dénoncer, ben, il va se faire -2. On peut mettre ça en termes d'années de prison, va aller 2 ans en prison. Hein? On vous dit à l'acteur 1 en question, on te fait cette offre-là, mais on a aussi fait l'offre à l'acteur 2, à ton collègue dans l'autre pièce. On lui a fait la même offre. Si tu trahis ton comparse, on te donne une récompense, le 1 dans la colonne de gauche.
Et ton acolyte se prend le maximum de la peine, le -2, s'il n'avoue pas lui non plus. Et donc, on est présenté devant une situation très difficile de coopération. La communication est coupée entre les deux individus. Ils ne peuvent pas se parler, ils sont dans des pièces séparées. Et on leur fait miroiter à chacun une récompense. À quoi s'attend-on donc de ce scénario? Bien, on s'attend que si chaque individu tente de maximiser ses gains, tente d'aller pour ce 1, cette récompense, bien, ils vont se trahir mutuellement. Ils vont les deux avouer en même temps, et donc ils vont se retrouver dans la case du avoue-avoue, qui est -1, -1. Ils vont avoir les deux avoués en même temps, et donc ils vont se retrouver à partager la peine de prison, et personne ne va avoir la récompense, le 1, qu'il recherchait. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Ça nous dit que quand la communication est difficile, elle est inexistante dans ce cas-ci, peut-on faire confiance à un autre individu? Est-ce qu'on peut s'assurer que l'autre individu ou l'autre État ne va pas nous trahir de par cette alléchante récompense qu'on lui fait miroiter? La solution gagnant-gagnant serait le 0-0. Dans ce scénario, la police en fait bluffait. Elle n'avait pas de preuves. Elle n'avait pas de preuves suffisantes pour inculper les deux individus. Et donc, quelle était la solution gagnant-gagnant pour les deux? C'était de se taire. C'était de se la fermer, de rien dire. Parce que la police, en fait, avait rien sur eux. Et donc, ils n'auraient pas été en prison. Et c'est là où la TCR a pris ce problème qui semble irrésoluble. Si on pense, chaque individu tente de poursuivre ses intérêts, on se dit, ben, il n'y a pas de solution ici. Chacun va poursuivre le 1 et ils vont se retrouver avec un pire résultat à la fin du processus. La TCR a résolu ce dilemme, qui est très difficile à résoudre, avec une stratégie qu'il a appelée le tit for tat, le donnant-donnant. Et il a prouvé que cette stratégie était beaucoup plus productive et amenait un résultat beaucoup plus probant, donc nous approchait du 0-0. Quelle était leur stratégie? Leur stratégie, c'est la stratégie d'Axelrod, qui était un théoricien du choix rationnel, nous dit, si vous jouez ce jeu à de multiples reprises, la première fois, ne faites qu'un miroir de ce que l'autre individu a fait le tour précédent. Donc, si au tour précédent, l'autre vous a trahi, on reprend. Là, après le premier tour, peu importe ce que l'autre individu va faire, qu'il vous ait trahi ou ne vous ait pas trahi, il faut coopérer. N'avouez jamais. Coopérer. Pourquoi? Parce qu'on veut faire un signe de bonne volonté. On veut envoyer un message positif à l'autre qu'on va coopérer. Et que même si j'ai un poignard là, de pris dans le dos, même si tu m'as trahi, la première fois, après le premier tour, je n'avoue pas, je me garde silencieux et je ne dis rien. Après ce tour-là, par contre, si l'autre individu me trahit encore, ben, il faut que je le trahisse. S'il coopère, je coopère. Et donc, nous disait Axelrod, il faut faire l'effet miroir après ce premier tour. Si l'autre vous a trahi, trahissez. Si l'autre coopère et ne dit rien, n'avoue pas, n'avouez pas. Cette stratégie s'est prouvée la plus productive et la plus performante de toutes les stratégies à ce dilemme du prisonnier lorsqu'il était répété à de maintes reprises. Pourquoi? Et c'est un reflet de ce que la TCR amène comme solution. Le premier coup, il faut coopérer, donc on n'avoue pas, signe de bonne volonté. Après, par contre, il faut envoyer le message qu'on ne va pas se faire abuser. Et donc, le message qu'on envoie à l'autre, c'est de faire exactement le même comportement qu'il nous a fait. Et donc, qu'est-ce que l'on fait à travers cela? On communique avec l'autre personne. On communique par notre comportement. Il m'a trahi, je le trahis. Il coopère, je coopère. Donc, on communique avec cette autre personne, on lui envoie des signaux. Si tu me trahis, je vais te trahir. Mais si tu coopères, je coopère. Donc, on envoie des messages, on envoie des signaux
à travers ses comportements. Et c'est là où, même dans une situation où la communication est presque impossible, on peut communiquer avec l'autre. Et c'est là la promesse de coopération que fait miroiter la TCR. Même dans les pires scénarios, on peut coopérer. Comment ça se traduit dans des enjeux de sécurité? Bien, vous le voyez, c'est le dilemme du prisonnier mis dans la course à l'armement de la guerre froide. Donc, États-Unis, URSS, hein, deux possibilités, poursuivre une politique d'armement, donc d'acquisition d'armement militaire, ou de désarmement, de se prémunir et de mettre de son armement de côté. Quelle est la solution gagnant-gagnant pour les deux États? Bien, ça serait que les deux se désarment en même temps. Ça serait que les deux renoncent à leur armement, mais en même temps. Il y aurait des économies d'échelle, des économies de dépenses faites de part et d'autre, et les deux auraient une protection, en se disant que les deux seraient sur le même pied d'égalité de puissance en termes d'armement. Par contre, quel est le risque? Bien, le risque, c'est que les États-Unis s'arment et donc montent en puissance, tandis que l'URSS se désarme. Et là, l'URSS se sentirait démuni, se sentirait insécurisé, et tandis que les États-Unis monteraient en puissance. Même chose, si on prend de l'autre côté, si l'URSS s'arme et acquiert beaucoup d'armement, au moment que les États-Unis se désarment, bien, il y a une possibilité que les États-Unis se sentent démunis et se sentent à risque et en position de faiblesse face à l'URSS. Hein? Le pire des scénarios, mais ce qui est le scénario qui arrive souvent dans ce type de dilemme du prisonnier, c'est que les deux États, n'étant pas sûrs que l'autre allait désarmer, bien, va simplement s'armer davantage. Et là, on a le scénario classique d'une course à l'armement qui met à risque et en insécurité les deux côtés, se sont insécurisés l'un face à l'autre, et qui génère des coûts énormes, des dépenses énormes pour les deux États. Donc, du perdant-perdant. Hein? On l'a vu, quelle est la solution qu'amène la TCR pour terminer? La TCR est une théorie très pragmatique. Elle pense qu'il y a des solutions, même dans les pires scénarios de confrontation et de méfiance, pour susciter de la coopération. Comment peut-on transcender ces situations difficiles comme le dilemme du prisonnier? En donnant des incitatifs. Donc, en changeant les chiffres qu'on a vus dans le dilemme du prisonnier, en donnant des récompenses à un côté, par exemple, lorsqu'il se comporte de bonne façon. Hein? Donc, les incitatifs peuvent agir comme une solution au dilemme du prisonnier. En faisant ceci, on joue sur le calcul coût-bénéfice. Autre type de solution, la communication. Hein, la communication entre les deux parties, de dire ses intérêts, hein, de rendre explicite ses préférences, soit verbalement, mais de la position de la TCR, comme je l'ai expliqué sur la stratégie du donnant-donnant, ça peut aussi se faire par des comportements, en montrant à l'autre qu'on est de bonne foi. Ben l'autre, on crée un cercle vertueux qui peut amener l'autre aussi à bien se comporter. Hein? Il peut y avoir donc sur la communication, les incitatifs, on peut aussi mettre des prohibitions pour jouer sur le calcul coût-bénéfice. Hein? L'exemple un des plus célèbres a été de passer le processus de Kimberley. Hein? Comment voulait-on arrêter que les diamants du sang génèrent des revenus pour des rébellions au Sierra Leone et au Liberia? Bien, c'était de mettre une prohibition sur la vente de ces diamants dans les marchés de consommateurs, comme au Canada et en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a limité les bénéfices que pouvaient tirer ces rébellions de la vente de diamants dans le monde, hein, mettant un processus de traçabilité des diamants en place. Et donc, les pays consommateurs arrêtaient d'acheter ces diamants qui provenaient du Sierra Leone, ce qui fait que les rébellions, la rébellion du Rough, par exemple, au début des années 2000, a perdu beaucoup de revenus. Et donc, ses bénéfices ont chuté de manière dramatique. C'est une manière de jouer sur les incitatifs, sur le calcul coût-bénéfice pour susciter un comportement souhaité. Comme on peut le voir, pour la théorie du choix rationnel, il y a beaucoup d'éléments qui recoupent la théorie réaliste, mais, un fait à noter, il y a aussi des éléments qui la différencient de la théorie réaliste, qui est une des théories dominantes en relations internationales.